Bonjour, bonjour, bienvenue dans Un Petit Thé avec nous, le podcast qui vous parle de thé. Je suis Bertrand et je suis avec Alexandra. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler dans ce 12e épisode du podcast de la dégustation sensorielle, un monde de textures, d'odeurs et de goûts. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tous ces sens qui interviennent lors de la dégustation ? Alors, on a 5 sens, donc... Pardon, je suis un petit peu enrhumée, donc je vais souvent un peu tousser et je suis désolée pour ça. Lors de la dégustation du thé, nos 5 sens interviennent. Donc l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et la vue. Donc l'objectif du podcast, c'est de voir un petit peu tout ça et d'entrer dans les détails. Alors on va détailler sens par sens, on va commencer par la vue. Est-ce que finalement la vue, c'est juste de voir les feuilles ? Oui, mais pas seulement. Alors la vue, elle nous permet d'évaluer tout d'abord les feuilles de thé sèches, donc leur couleur, leur forme, si c'est des aiguilles, si c'est des feuilles plus plates, si c'est comme du oolong, des feuilles plus roulées, voilà. Aussi la présence ou non de bourgeons. Mais aussi on va regarder les feuilles mouillées une fois qu'on a fait infuser le thé, et la liqueur. Donc la liqueur, c'est la boisson qu'on obtient lorsque le thé est infusé et prêt à être bu. Voilà. Donc grâce à la vue, on peut remarquer si cette liqueur elle est trouble ou limpide, si elle est brillante, voilà comment elle est, et également ses différentes couleurs. Donc ça peut aller du presque du blanc jaune jusqu'au marron très sombre pour un thé noir ou un pu'er. Et alors finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder qu'on ne doit pas se laisser influencer par des préjugés ou des premières impressions, c'est ça ? Oui, tout à fait. Par exemple, une liqueur qui sera très foncée ne sera pas forcément plus corsée ou plus concentrée en tanin. On va prendre l'exemple d'un thé blanc, les aiguilles d'argent, qui donne une liqueur très claire, tout en étant très théinée. Et les thés sombres, les pu'er, ont souvent des liqueurs très foncées, mais elles ont la plupart du temps assez peu de théine, tout comme le banchaojisha qui est un thé vert japonais torréfié. Donc il faut pas se laisser influencer par ça. Voilà. Alors en parlant d'influence, on peut aussi se laisser influencer quand on déguste un thé, quand on l'observe, par des personnes qui prennent part aussi à la dégustation avec nous. Oui, et c'est là où on a l'ouïe qui intervient, donc on peut être déstabilisé par les remarques spontanées des autres personnes avec qui on partage une dégustation. Donc si on est en train de sentir un petit peu, et puis que de son côté, et puis que d'autres personnes disent ah ben ça sent ça, ça me fait penser à ça, etc., on va être forcément influencé. Donc l'intérêt, c'est quand on commence une dégustation, c'est de le faire d'abord en silence pour un petit peu se concentrer sur ce qu'on ressent, sur ses impressions, et après, dans un deuxième temps, partager ses impressions avec les autres personnes. Partager ses impressions, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait la richesse d'une dégustation à plusieurs, plutôt que de rester seul face à sa tasse et de se demander telle ou telle chose. Voilà, donc vraiment partagez bien vos impressions, mais dans un deuxième temps. Oui, alors c'est pour ça que j'ai pas le droit de te parler quand tu commences à déguster le thé. Voilà, maintenant je comprends. Vous voyez, moi ça me permet de comprendre aussi un petit peu comment finalement on fonctionne là, dans ces dégustations, puisque moi c'est un domaine au départ je découvre entièrement. Et il y a quelque chose qui est important, et que moi là vraiment, quand je vois la thématique, je dis mais je comprends pas trop, c'est le toucher. Hein. Comment le toucher intervient dans la dégustation du thé ? Alors, quand on a la liqueur qui est dans la bouche, elle a une texture, donc c'est le toucher. Donc on a notre langue et les muqueuses de la bouche qui ont des récepteurs tactiles. Et les tanins du thé entrent en contact avec la salive, ce qui entraîne une réaction et donne des perceptions tactiles différentes qu'on appelle les textures. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donc distinguer comme différentes textures ? Alors, la texture, elle peut être aqueuse si on a un thé vraiment très très plat, si rien ne se passe en bouche. On peut limite avoir une impression juste d'avoir de l'eau. Elle peut être aussi veloutée, huileuse, moelleuse, poudrée, corsée, ronde. Il y a plein de mots, plein de termes qui définissent la texture. Alors évidemment, on touche pas la liqueur,
On va pas la toucher avec les doigts et c'est pas ce qui va nous permettre de définir la texture. C'est vraiment le fait d'être le contact avec la bouche, avec la langue, les papilles, etc. Et ça nous permet d'arriver à définir une texture. Et au début, c'est un petit peu difficile, mais après on y arrive assez facilement et on ressent bien les choses, on ressent bien ce qui se passe dans la bouche. Oui, c'est vrai qu'avec l'entraînement, on se rend compte qu'il y a des thés qui ont une texture qui est tout à fait différente, ce qui est même surprenant, parce qu'on a l'impression qu'au départ, c'est finalement de l'eau colorée, quand on regarde, mais finalement qui prend une texture différente. Bon, on va arriver sur un sens qui est plus simple et qui est plus logique pour tout le monde, c'est l'odorat. Oui, alors l'odorat, elle va intervenir quand on sent les feuilles. Donc les feuilles sèches d'abord quand on prend sa boîte ou son sachet de thé, qu'on l'ouvre, et puis après une fois qu'elles sont mouillées, une fois que l'infusion est faite, et puis après bien sûr on sent la liqueur. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple d'avoir un petit set à déguster. Au départ on met les feuilles sèches, on laisse infuser et après on peut sentir les différentes étapes et comparer en fait ce qui se passe. D'abord feuilles sèches, les feuilles mouillées et la liqueur, voir un petit peu comment ça évolue. Voilà. Après ce qui est important de se dire aussi, c'est que les odeurs en fait elles réveillent des souvenirs en nous qui sont plus ou moins lointains dans le temps ou dans l'espace. Et notre mémoire, elle joue vraiment un rôle important. Je me souviens quand j'avais fait une formation sur la dégustation sensorielle avec Karine Baudry. D'ailleurs, je profite de l'épisode pour lui faire un petit coucou et la remercier pour tout ce qu'elle m'a appris, parce que tout ce que j'ai appris en dégustation sensorielle, c'est elle qui l'a initié déjà avec la formation qu'on avait faite ensemble, et puis après avec le coffret de la quintessence du thé et l'abonnement qu'elle proposait avec Clotilde Dutry, toutes les deux. Et tous les mois, je recevais différents thés et j'ai beaucoup progressé sur notamment la texture, retrouver les différentes saveurs, odeurs, etc. dans un thé. Donc voilà, j'en profite pour leur faire un petit coucou à toutes les deux. Et donc l'anecdote que je voulais partager, justement, quand on a fait la formation, elle expliquait qu'elle avait une de ses élèves une fois qui quand elle sentait les petites fioles, les différentes odeurs en fait, elle dit ça sent comme chez ma grand-mère. Et c'est vrai que il y a énormément d'odeurs qui nous font penser à des souvenirs, alors des souvenirs d'enfance ou des souvenirs plus ou moins lointains comme je disais tout à l'heure. Et c'est assez drôle parce que comme elle disait, on ouvre un petit peu comme des tiroirs en fait et on pioche en fait vraiment dans notre mémoire. Donc et après on peut le travailler. Oui, alors les odeurs, en plus, c'est un élément qui est utilisé beaucoup en marketing, on s'en rend pas compte. On a tous les odeurs de pain, de biscuits, de choses comme ça, qui tout d'un coup nous réveillent. Souvent même des envies de manger, l'odeur du pain chaud, des choses comme ça, c'est voilà. Mais finalement, ce qu'on se rend peut-être pas compte, c'est que les odeurs, on peut les percevoir de plusieurs manières. Alors, en fait, on a les odeurs par voie directe, donc c'est l'olfaction directe, et il y a la voie indirecte, c'est ce qu'on appelle l'olfaction rétronasale ou la rétro-olfaction, pardon. Et elles sont pas toutes perçues au même moment. Pardon, je suis désolée. Donc on distingue les notes de tête, de cœur et de fond. Et on en vient donc finalement au moment où on va mettre la liqueur en bouche, et donc on va aussi parler du goût. Voilà, donc c'est vrai que dans le thé, c'est ce qui nous intéresse le plus, le goût. Donc faut savoir, donc les perceptions gustatives, elles sont principalement localisées sur notre langue, donc avec qui est composée de papilles gustatives, où on a des bourgeons du goût qui sont équipés en récepteurs gustatifs. Donc chaque saveur a une incidence sur le profil sensoriel du thé. On va sentir plus le sucré en attaque quand la saveur amère est, elle, perçue plutôt en fin de bouche. Alors bien sûr, la préparation du thé a également toute son importance. Il faut prendre la bonne quantité de thé, infuser à la bonne température, pendant le bon moment, le bon temps plutôt. Et dans le thé, on a 5 saveurs possibles. On a l'amer, l'acide, le sucré, le salé et l'umami. On prononce umami. C'est la contraction de umai qui veut dire délicieux et mi qui est le goût traduit le plus souvent en japonais, on le traduit par goût savoureux. C'est vraiment quelque chose de très doux.
Le lait maternel, par exemple, il est très riche en umami. On le retrouve dans les champignons, le poisson fumé, les tomates, le chou chinois, les épinards, le céleri, le fromage, la levure et le thé vert. Ça envahit vraiment toute la bouche et son effet reste plus longtemps et il augmente la sécrétion de la salive. D'accord, alors c'est vrai qu'il y a tous ces goûts comme ça, mais finalement, tous ces sens et tout ça là, comment on peut les travailler, ou est-ce que finalement c'est foutu si on est un petit peu comme moi, qu'on n'arrive pas à tout à distinguer, à tout reconnaître? Bah c'est comme tout ou presque, en fait ça se travaille. D'accord, et alors justement, comment toi tu travailles dessus? Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors justement, je parlais tout à l'heure de la formation que j'ai suivie avec Karine. J'ai vraiment été initiée à la dégustation sensorielle et particulièrement à la méditation olfactive. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, quand on sent les feuilles, qu'elles soient sèches ou mouillées, la liqueur, on perçoit une odeur. Et cette odeur, elle est interprétée par notre cerveau. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la mémoire olfactive liée à nos souvenirs dont je parlais tout à l'heure. Et pour repérer ces notes-là plus facilement, on peut effectivement s'entraîner. Donc c'est là qu'on fait ce qu'on appelle la méditation olfactive. Et donc je me sers de mon coffret de la quintessence du thé avec les petites fioles d'arômes différents. Et l'idée c'est de toutes les reconnaître. Alors il y a la note beurrée, il y a la note il y en a plein, je vais pas toutes vous les dire. Ta préférée, la note iodée? Ouais, la note iodée, ouais, c'est ma préférée. Non, je déteste vraiment cette odeur. C'est quand j'adore aller à la plage, mais sentir l'odeur, c'est quelque chose qui m'insupporte et je déteste le poisson. La seule façon, une des seules façons que j'arrive, qui me permet de manger du poisson, c'est d'y mettre du thé fumé dessus pour masquer ce goût iodé. Donc voilà. Donc il y a tout un tas de petites fioles avec des arômes différents, des notes, donc il y a la note mielée, la note beurrée, la note pyrogénée, il y en a vraiment plein, et l'idée c'est d'arriver petit à petit à les mémoriser et à les reconnaître dans le thé, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, et je l'avais fait aussi avec mes neveux, et je trouve que c'est un travail intéressant à faire avec eux. Alors c'est quand même difficile de les différencier, ou en tout cas des fois, moi je trouve, de mettre un mot sur une odeur qu'on pourrait sentir. Ouais, c'est surtout, au début c'est vraiment, on se rend compte de la difficulté, vraiment on se dit ouais ça me parle, mais on n'arrive pas à mettre un mot, et souvent les choses les plus difficiles sont celles qu'on rencontre le plus dans le quotidien. Par exemple, on peut être souvent amené à sentir la cannelle, par exemple. Et la note épicée, qui est très cannelle, dans le coffret, c'est une des notes que j'avais le plus de mal à identifier au départ, alors que la cannelle fait partie de mon alimentation. Après, on finit par, à force d'entraînement, on finit à reconnaître de plus en plus facilement. C'est comme les couleurs en fait, mais ce qu'il y a c'est que quand on est enfant, on nous apprend à reconnaître les formes, les couleurs, à lire, à compter, mais les odeurs elles font pas partie des choses qu'on nous apprend à l'école. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce petit exercice avec mes neveux, mais aussi avec notre fille. Alors pas encore les fioles parce qu'elle est trop petite, elle a 14 mois, mais dès que je me prépare un thé, je lui fais sentir le sachet ou la boîte, ou quand je cuisine, je lui fais sentir les épices, les légumes, tout ce que je peux utiliser, je lui fais sentir, et elle adore ça. Elle est encore petite, alors elle ouvre la bouche, elle a envie de manger, mais elle sourit quand elle sent, et ça je trouve ça génial. Donc voilà, moi j'adore sentir les choses. Quand on va se promener aussi, j'aime bien sentir. Et voilà, c'est cette méditation olfactive, pour moi c'est un moment important. Voilà. Oui, et c'est en fait vraiment ton petit moment à toi où tu en profites. C'est ça, c'est un moment de calme en fait. Ça revient à de la méditation, hein, quelque part. J'adore aussi faire de la méditation. L'idée c'est de se mettre dans un endroit calme, être dans le silence. On se détend. Il y a juste les fioles et les odeurs. Je ferme les yeux, je me concentre, je m'évade, je m'imagine selon les odeurs à tel ou tel endroit. Et c'est un vrai moment de pleine conscience que j'adore. On peut se remémorer certains souvenirs, et puis c'est plaisant aussi de constater les progrès de séance en séance. Voilà. Et
ce qui est intéressant, c'est que d'enchaîner en fait une séance de méditation olfactive après avec une ou plusieurs dégustations pour mettre en pratique entre guillemets. Et voilà, et j'adore quand on part en pleine nature. Essayer de sentir, de dire tiens ça me dit quelque chose ou enfin voilà. Donc c'est intéressant. Après il y a tellement d'odeurs. Je trouve que le plus difficile à différencier c'est les différentes fleurs. De se rappeler de tout. Je trouve que c'est vraiment très difficile. Mais bon, encore une fois, ça se travaille. Et oui, et c'est vrai que c'est ce qu'on oublie ou qu'on voit pas, hein, c'est que les nez qui fabriquent les parfums, les grands parfums, en fait, ont des années d'entraînement pour reconnaître toutes les odeurs, les mémoriser, et savoir aussi, finalement, ce qu'elles nous inspirent, parce que finalement, comme tu disais très bien, tous ces sens, quelque part, font appel à nos souvenirs, hein, on les a enregistrés, c'est un sens associé à des souvenirs, des choses comme ça. Moi, par exemple, je sais que tu as parlé tout à l'heure de la note pyrogénée, qui va peut-être dire rien du tout le mot aux gens et qui pourtant correspond à un goût que tout le monde connaît. Ouais, la note pyrogénée, en fait, c'est surtout la noisette, le côté praliné. C'est une odeur qui a tombé et chaque fois que je sens le flacon, j'ai envie de le boire. Mais après, enfin, au-delà de tout ça et de ce qui est intéressant, je trouve, c'est en faisant ça, on redécouvre le thé un petit peu différemment. C'est pas juste une eau chaude qu'on se prépare et qu'on trempe un sachet et puis on le boit à l'arrache parfois quand on est au bureau ou quoi. C'est vraiment prendre le temps et enfin savourer, sentir, regarder vraiment chaque étape et voilà, c'est un vrai moment de pleine conscience comme je disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Et on redécouvre le thé différemment et on est vraiment dans la découverte de toutes ces richesses, de toutes ces palettes en fait. C'est vrai, moi qui ai du mal à méditer en tant que tel, essayer de sentir toutes ces richesses sensorielles du thé, et tous les sens qu'on a vraiment abordé aujourd'hui, c'est vraiment un point intéressant parce que ça permet vraiment de le découvrir autrement que juste comme ça cette tasse qu'on remplit, qu'on boit un petit peu machinalement. Et c'est vrai que c'était très intéressant de découvrir tout ça. Moi la semaine prochaine je m'efface, hein, je te laisserai toute seule Alexandra avec ton nouveau format de podcast court, hein, on peut rappeler un petit peu le principe. Oui, alors on en parlait rapidement la semaine dernière. Donc l'idée c'est de vous proposer un nouveau format très court en 2-3 minutes et chaque semaine je vous proposerai quelques astuces, quelques conseils. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Alors soit sur le format court de 2-3 minutes, soit sur le format long qu'on vous proposera maintenant une fois par semaine une fois par mois tous les deux, pardon. Donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, c'est le compte Chakai Club ou par mail. Enfin voilà, vous savez où nous trouver. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, vos suggestions. Ça sera avec plaisir parce que l'idée c'est vraiment de vous accompagner aussi. Et c'est vrai que souvent je dis qu'à force d'être dedans, je me rends plus forcément compte. Il y a des choses que je fais un peu en automatique et qui me paraissent simples entre guillemets, alors que pour vous ça peut être de la découverte. Donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, mais avant de m'effacer, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler de nous laisser un petit commentaire, hein, une petite note sur iTunes et sur les annuaires de podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître, ça aide d'autres personnes à découvrir finalement notre passion commune que nous avons tous, qui est le thé. Voilà, moi je vous souhaite à tous un très bon mois, et Alexandra vous retrouvera, elle, la semaine prochaine. Bon week-end et à vendredi prochain. Au revoir. J'enlèverai.